passe à la première thématique principale de cette matinée. On revient sur l'actualité au Niger. On se souvient, on en parlait encore dans nos précédentes éditions avec ce départ des militaires américains du côté du Niger. Les raisons avaient été évoquées ça et là, plusieurs raisons, même si elles n'ont pas été très approfondies. Mais on sait quand même que les autorités du Niger avaient regretté le fait, en tout cas, que les responsables américains utilisaient ce ton assez condescendant, leur reprochant leur lien ou alors leur coopération avec un allié tel que la Chine ou encore la Russie, surtout. Alors, aujourd'hui, selon de plus en plus, c'est une question, bien sûr, qui est mise sur la table des discussions et la question de l'uranium semble donc ressortir, du moins être au cœur de ce qui c'est ou de ce qui se passe réellement entre le Niger et les États-Unis avec un autre acteur, non pas la Russie, mais l'Iran. Alors le Niger aurait, parce que certainement nos invités nous donneront plus d'explications pour qu'on comprenne. Lorsque on sait qu'il y a plusieurs semaines, du côté de l'Hexagone, on disait, on affirmait que les autorités nigériennes niaient le fait qu'elles étaient en pourparlers pour une vente de l'uranium à l'Iran. Donc c'est ce qui nous revenait de ce côté-là. Aujourd'hui, on confirme en tout cas qu'il y a cet accord de vente de l'uranium à l'Iran, bien sûr, l'Iran et bien sûr entre le Niger et l'Iran. Alors, il se pourrait donc que ce soit la pomme de discorde entre les États-Unis et bien sûr le Niger, les États-Unis qui auraient interdit le Niger de vendre leur uranium à l'Iran. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe réellement entre ces trois pays, surtout les États-Unis et le Niger. Je vais recommencer par vous ici, monsieur Albert Anatola, ici, peut-être pour comprendre exactement, on sait que tout part, vous allez me corriger, mais avec ce retrait des militaires américains, aujourd'hui on en vient à une question de vente d'uranium avec un troisième acteur qu'est l'Iran. Disons que le départ n'est pas encore acté. Oui. Il nous a annoncé l'arrivée d'une forte délégation américaine du côté Niger pour discuter, n'est-ce pas, des modalités et du calendrier de la démobilisation, n'est-ce pas, des troupes américaines. Cela dit, ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé avant. Le Premier ministre, Lamine Zen, nous fait comprendre effectivement que pendant que le Niger est engagé dans la lutte contre les groupes armés et les terroristes, eh bien, les Américains ne faisaient rien. Bien au contraire, ils leur faisaient le reproche, n'est-ce pas, d'abord d'engager, ils leur demandaient d'engager les élections en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel, ce qui n'est pas le problème. Seconde chose, il était question de pouvoir respecter le droit international, ce qui également, ils sont également très mal placés pour jouer les moralisateurs. Troisième et dernier élément sur la table, la question de l'uranium, c'est-à-dire qu'en fait on demande au Niger, on veut imposer au Niger, n'est-ce pas, le choix, n'est-ce pas, de ses partenaires commerciaux. C'est ce que ça veut dire en filigrane. Vous savez, madame Siké, j'ai le sentiment que les atlantistes ne sont pas en train de comprendre. Une chose, c'est que le Niger et le peuple du Niger sont engagés dans une dynamique de décolonisation. Le Niger est engagé dans une dynamique de rupture avec le bloc unipolaire, qui est porté bien évidemment par le dollar, par les Américains, qui nous imposent leur dictat du fait du dollar. Donc, du coup, ils sont encore dans l'ancien schéma qui leur donnait tous les droits de pouvoir se mêler de tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que comme l'Iran s'est engagé, n'est-ce pas, dans l'enrichissement, n'est-ce pas, de l'uranium à des fins certainement militaires, il faut donc contrôler, n'est-ce pas, le circuit de l'uranium qui va être vendu
à l'Iran. C'est ça qui est la question. Mais sauf que, actuellement, les autorités nigériennes ont besoin d'argent. Et le commerce de l'uranium avec l'Iran va leur rapporter beaucoup de milliards qui vont renflouer l'économie, qui vont relancer l'économie. Et il me semble que dans le contexte des relations internationales, oui, il y a une question qui s'impose et qui justifie d'ailleurs la présence des Américains en Ukraine. C'est la question de la souveraineté. Et il me semble que, de ce point de vue, je veux dire, du droit international et des relations internationales, le Niger a le droit absolu, pas relatif, le droit absolu de choisir qui est son partenaire commercial. Il n'appartient pas aux États-Unis de venir s'immiscer dans les choix, n'est-ce pas, des partenaires commerciaux d'un État. Quels que soient ces problèmes qui peuvent avoir les États-Unis avec l'Iran, la Russie et consorts. Oui. Mais sauf que, c'est une parenthèse rapidement, dans le contexte de la coalition contre la Russie en Ukraine, je n'ai pas entendu que les États-Unis ont fermé leur ambassade. Ça veut dire qu'ils ont maintenu les canaux de distribution, n'est-ce pas, de discussion. J'entends même dire que les États-Unis continuent à faire le commerce, même de manière dérobée avec la Russie. Mais ils n'ont pas fermé totalement la porte. Donc, ils ne peuvent pas imposer aux autres États ce qu'ils ne font pas chez eux. Ouais. C'est-à-dire le respect du droit international, bien des conventions internationales, qui ne peuvent pas jouer les moralisateurs parce qu'ils sont très mal placés pour jouer les moralisateurs du point de vue de la géopolitique internationale, du point de vue des crimes que nous connaissons, des assassinats qu'on met en l'actif, n'est-ce pas, des États-Unis. Donc, nous pensons aujourd'hui que, et c'est également une sorte de pression que les États-Unis veulent mettre sur le Niger. Il est incompréhensible, il se sort par là, il est incompréhensible, Madame Siquet, que les Américains qui sont en train de quitter le Niger se redéploient dans un pays voisin qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Il est hors de question, il est absolument incompréhensible que les Américains qui sont en train de quitter le Niger se redéploient par exemple au Ghana voisin ou bien au Nigeria voisin. Ouais. Je pense que là, contrairement à ce qui a été dit dans une autre actualité, les autorités nigériennes ne peuvent pas être accusées de paranoïa. Je crois qu'elles ont la responsabilité d'être encore plus vigilantes. Et de ce point de vue, nous pensons et invitons d'ailleurs les Nigérians, au travers les comités de veille citoyenne, d'être encore plus vigilants que par le passé. Merci à vous, Albert Anatole Aïssi, Henri Atangana. Je vous retrouve peut-être avec l'interrogation de ce téléspectateur qui va vous permettre de faire votre analyse autour de cette thématique. Pourquoi est-ce que Niamey passerait des États-Unis à l'Iran, même s'il est libre de choisir son partenaire commercial, mais cela reste toujours un État étranger, j'utilise le terme, hein. Pourquoi ne pas se battre pour exploiter son uranium et le faire profiter totalement à sa population? Pourquoi passer des États-Unis à l'Iran? De toutes les façons, Henri Atangana, votre regard autour de cette actualité, Niamey, on se souvient qu'il avait accusé aussi justement, qui avait été accusé par les Américains d'explorer secrètement cette possibilité d'accord avec l'Iran pour lui permettre d'accéder à ses ressources. Les États-Unis qui ont demandé à Niamey de ne pas coopérer dans ce sens avec l'Iran. Oui, si la personne avait bien attentivement écouté M. Anatole Albert Aïssi, elle n'aurait pas posé la question. Elle aurait, je vais lui redonner les détails. Pour qu'elle comprenne très très bien de quoi parlons-nous. J'en ai parlé ici la dernière fois, pour ceux qui nous suivent régulièrement, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis larguent 2 bombes à Nagasaki et à Hiroshima. La guerre est finie. À quoi servaient ces bombes? Violent, brutal. À dire au monde entier, nous sommes puissants et personne ne doit nous résister.
Ah oui, c'est à ça qu'elle servait. C'est-à-dire les millions de personnes tuées là, c'est à ça. Faut bien, si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas où on va. C'est-à-dire, nous, on va s'imposer au monde par notre force, par la violence. Souvenez-vous de Roosevelt. La diplomatie américaine, c'est Big Stick Policy. C'est la diplomatie du bâton. Quand un Américain fait semblant de venir négocier avec vous, il ne négocie pas. Il est courtois. Si vous n'êtes pas d'accord, il vous l'impose. C'est ça que Roosevelt appelle Big Stick Policy, le gros bâton, la politique du gros bâton. Donc, quand vous voulez imposer des choses, il faut avoir les moyens de le faire. C'est-à-dire la puissance pour le faire. Très bien. Les États-Unis ont la bombe atomique. C'est les premiers à l'avoir. Qu'est-ce que vous croyez que les autres vont faire? Essayer d'avoir la bombe atomique. Qu'est-ce que vous croyez que les autres États vont faire? Essayer d'avoir la bombe atomique. Qu'est-ce que vous croyez que les États-Unis vont faire? Essayer d'empêcher d'autres pays d'avoir la bombe atomique. Ah ben tiens, avec quels moyens? Les moyens militaires, les moyens diplomatiques, les moyens financiers. Tiens, pourquoi les moyens financiers? Parce que les États-Unis vont imposer le dollar comme monnaie internationale. Bah, pour avoir de l'uranium, il faut l'acheter. Et c'est la monnaie internationale, le dollar, qui est la propriété des États-Unis. Vous comprenez comment vous pouvez être sanctionné. Parlons-en des sanctions. Allez regarder le nombre de sanctions que l'Iran a eues. Alors voilà, vous comprenez tout voilà le schéma. Deuxième chose, pour nous, pays africains, vous vous souvenez qu'après les indépendances, on a parlé des accords de Nouméa. On a aussi eu des accords. Certains pensent que ces accords n'existent pas, ils me font rire. Dans ces accords, l'uranium et le pétrole sont ce qu'on appelle les matières stratégiques. Et qu'est-ce que ces accords disent? Ça veut dire qu'en fait, par exemple, dans nous, prenons le Niger, les anciennes colonies françaises, vous ne pouvez disposer de matières stratégiques que si la France n'en veut pas. Je laisse aux gens le temps de comprendre. C'est-à-dire quand vous avez le pétrole, quand vous avez l'uranium, vous ne pouvez le vendre à d'autres pays que si la France vous dit « je n'en veux pas ». Mais vous avez compris que vous n'avez pas la liberté de vendre, encore moins la liberté de prix. Ceux qui ne me croient pas. Vous vous souvenez de M. Sarkozy quand il était au Niger, quand il parlait du prix de l'uranium et qui disait « nous voulons être compréhensifs et acheter l'uranium au prix du marché ». Ça veut dire que la France n'achète pas l'uranium du Niger au prix du marché. Ça veut dire que ce qui appartient aux Nigériens, ils prennent au prix qu'ils veulent. Je vous résume ça. Alors en même temps que les populations nigériennes crèvent de faim, ont besoin d'infrastructures. Voilà. C'est pour celui qui a posé la question. Quand on est en matière de l'énergie, le marché n'est plus libre. Vous ne venez plus avec votre pétrole et votre uranium, mais vous dites je vends à qui je veux au meilleur prix. Voilà ce qu'il faut comprendre derrière ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'Iran va vouloir aussi avoir une bombe atomique. Et pour avoir une bombe atomique, il faut donc enrichir l'uranium. Beaucoup plus que pour l'uranium civil. Et celui qui a suivi cette actualité depuis quelques années, on se souvient des sanctions contre les Iraniens. Il y en a eu tellement, on ne va pas revenir dessus, même j'étais déjà gamin, j'entends déjà les sanctions. Il y a eu l'Irak-Iran, on a braqué Saddam Hussein contre les Iraniens, on a fourni Saddam Hussein en armes et tout ça. C'est vieux tout ce que je vous raconte là, on ne peut pas résumer ça en quelques minutes. Et puis après, en grandissant, on était adolescent, on entendait sanctions contre l'Iran. L'Iran était présenté comme des démons. Je me souviens encore, j'étais petit, j'entendais parler de l'ayatollah Khomeini. Et voilà, c'est pas nouveau. Le Shah d'Iran, à l'époque, je n'analysais pas avec beaucoup de recul. Très bien. On en arrive alors à la réalité aujourd'hui, c'est que le Niger, qui se désolidarise du monde unipolaire, se retrouve les bras un peu plus libres. C'est de ça qu'il s'agit. Et alors, les États-Unis qui contrôlent en train de dire « je dois avoir un regard sur tout ça, sinon tout m'échappe ». Et comme je vous ai dit, il y a deux armes. L'arme monétaire, et quand vous n'écoutez pas l'arme monétaire, l'arme des négociations, l'arme monétaire, c'est-à-dire les sanctions que vous entendez souvent, et puis l'arme militaire. Alors vous comprenez alors pourquoi les armées
est autour de l'Afrique. Si vous allez dans la ville du Niger, ils vont essayer d'être pas très loin. C'est ça qu'on appelle l'aptitude à la projection militaire. S'ils retournent aux États-Unis, ils ne peuvent pas venir se projeter sur un pays africain facilement. Les moyens sont énormes. Voilà pourquoi l'Afrique est quadrillée de bases militaires. C'est pour pouvoir sanctionner qui osent dire qu'ils ne se plient pas aux intérêts des autres. En fait, quand vous êtes africain, vous êtes condamné à vivre dans la misère. Parce que vos matières premières, eux, ils viennent chercher, ils viennent prendre, soit en vous donnant le CFA, qu'ils dévaluent quand ils veulent. Ah bah oui, c'est ça le CFA. Ça veut dire, en fait, c'est du bout de papier, je vous le donne, vous me donnez vos matières premières, tout ce que je veux, en fait, je prends. Puisque c'est moi qui fabrique le franc CFA. J'ai un peu de papier, je vous donne et je prends tout ce qu'il y a chez vous. Et puis quand vous me dites, ah oui, mais non, je peux ramener le franc CFA contre un truc à taux fixe. Ah oui, quand il vous a donné plein de CFA 5 ans après, il dévalue. Je vous pose une question. Pourquoi le franc CFA n'a jamais été évalué? Pourquoi il n'a connu que des dévaluations? Et quand vous êtes un crétin, vous allez dire que c'est la faute des Africains qui gèrent mal leurs économies. Comment ça, ils gèrent mal leurs économies? Ce n'est pas eux qui gèrent le franc CFA. Ils n'ont pas de politique monétaire sur le franc CFA. Vous ne pouvez pas leur en faire responsable. C'est pour ça qu'on veut la souveraineté. Quand on est souverain, on ne peut plus accuser quelqu'un d'autre. La souveraineté ne veut pas dire qu'on va devenir riche en claquant dans les doigts, mais on ne pourra plus dire à ce moment, ah bah oui, quelqu'un d'autre gère notre monnaie. On ne pourra plus faire la France responsable de nos malheurs. C'est pour ça qu'on veut la souveraineté. Pour l'instant, on est obligé de constater que c'est eux qui sont propriétaires du franc CFA. Et que forcément, pour une politique financière, moi je vais être concret là, si vous me donnez quelques minutes. Je sais que je suis pas seul, Madame Larouille doit parler. Quand je suis arrivé en Belgique, je vais être concret pour que les gens comprennent. Ouais. J'apprends que 70% des Belges sont propriétaires de leur maison. Je dis, ah waouh, génial. Et je demande comment? Le banquier m'explique qu'on donne des prêts hypothécaires facilement. Les prêts hypothécaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous achetez votre première maison, la banque vous donne un prêt sur 20 ans à taux bas. C'est une politique. À taux bas. Comme ça, comme tout le monde est locataire, vous voyez bien quand vous avez loué pendant toute votre vie, vous avez de quoi payer une maison. Quand vous allez en retraite, vous avez votre maison. Et puis un bon Camerounais qui avait eu une bourse pour venir étudier en Belgique, il faut quand même rappeler que beaucoup de la diaspora sont des gens qui sont venus étudier. Je me dis, mais tiens, on va appliquer ça au Cameroun. Et puis après, j'arrive, je me pose des questions. On me dit, bah non, est-ce que c'est vous qui décidez du taux directeur du CFA? C'est vous qui décidez du taux directeur du CFA. Le taux directeur, pour ceux qui ne comprennent pas la finance, c'est le taux à partir duquel les banques commerciales se repèrent pour vous prêter de l'argent. Donc, le taux d'intérêt de la monnaie. Vous ne le décidez pas. Vous ne décidez donc pas de la longueur des prêts. Allez au Cameroun, essayez de demander à un banquier de vous donner un prêt de 20 ans. Et on vous dit, ah non, ça je ne connais pas. Combien de Camerounais connaissent les taux d'intérêt auxquels on prête de l'argent dans une banque commerciale au Cameroun? En Europe, les taux d'intérêt sont pour les longs crédits, 6-7%. Alors, au Cameroun, vous ne pouvez pas avoir un crédit de 10 ans. C'est impossible. Et même quand vous avez un crédit à court terme, vous avez des taux d'intérêt de 15%. C'est quasiment de l'usure. Mais comme les gens ne comprennent pas la finance et le rapport entre la finance et l'exploitation du Cameroun, les gens ne parlent pas, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Conséquence, si vous me mettez ministre des Finances au Cameroun et que je décide que 70% des Camerounais doivent être propriétaires, je ne peux pas. Parce que c'est la France qui fixe le taux directeur s'il y en a du franc CFA. Je ne sais pas si on peut appeler ça taux directeur. Parce que les banques commerciales se fient au taux directeur. Parce que c'est la politique monétaire de la France en masse monétaire, en inflation, c'est la France. Parce que dans tous les pays du monde, quand une banque fait un prêt, la Banque nationale crée de la monnaie, sauf chez nous. Et vous voulez que je m'adresse à qui? À part la France. Je voulais être concret pour que les gens comprennent. Conséquence, si 70% des Camerounais ne sont pas propriétaires de chez eux, c'est parce que nous avons une monnaie appelée franc CFA, dont le propriétaire est la France. Je vais être là concret pour que les gens comprennent. Je vais sortir par là, sinon
Je risque de rester toute la journée et Madame Labaroui risque de ne pas intervenir. Merci bien. Merci à vous, Henri Atangana. Merci beaucoup, Madame Labaroui. L'uranium, donc, un produit assez stratégique, si on s'en tient bien sûr aux analyses, aux commentaires de nos invités sur le plateau. Mais on sait également que l'Iran produit assez d'uranium. Mais pourquoi est-ce que Washington semble inquiet par ce possible? C'est vrai qu'il y a quand même eu, c'est certainement pour aller dans le même sens, il y a eu des indices ou alors des explications de la part de vos copanélistes, mais Washington semble très inquiet quand même par ce possible accord entre le Niger et bien sûr l'Iran, alors qu'on sait que le Niger, vous me corrigerez, hein, mais le Niger, selon les informations, produit quand même assez d'uranium. Vous me permettez que je revienne juste sur un petit détail, mais qui a à voir avec ce dossier aussi. Moi, je n'ai jamais dit que dans le dossier de la Nouvelle-Calédonie, que la Russie et la Chine, il y a manipulation. Je parle d'intérêt. Et l'intérêt, justement, c'est de casser les ailes aux États-Unis. Les axes maritimes. Maintenant, on revient sur le dossier du Niger, qui rejoint le premier dossier. C'est quoi les Américains? Ce sont des colos qui sont partis s'installer ailleurs, qui ont exterminé une population locale. Donc il y a toujours cet esprit colonial, mais cet esprit non seulement raciste, cet esprit qui dit nous sommes les meilleurs, nous sommes le peuple élu et en dehors de nous, rien ne doit exister. C'est ça l'esprit que nous avons et dont souffrent l'Afrique et les autres peuples opprimés dans le monde. Les Américains actuellement, ils font un déni total. Que les Houthis, par exemple, hier, ils ont démoli 2 bateaux de guerre américains avec des missiles. L'histoire du nucléaire et de la bombe nucléaire avec l'Iran est réglée. Elle est réglée depuis la fatwa de Ayatollah al-Khomeini, qui a dit que dans l'islam, on ne va pas produire ce qui tue en masse, sauf si l'Iran est menacé. Donc pour le moment, les Iraniens sont contre une arme nucléaire. Ils ont la possibilité depuis déjà 2 ans de fabriquer des bombes nucléaires. Les Iraniens ont développé une chose très importante, c'est les missiles balistiques que possèdent d'ailleurs aujourd'hui les Houthis. C'est avec ça qu'ils peuvent atteindre de Bab el-Mandeb, ils peuvent atteindre même la Méditerranée. C'est très important. Ils arrivent à atteindre Israël, par exemple. Mais les Iraniens, ils ont autre chose. Ils ont développé une coalition pour se défendre. Ils sont arrivés là parce qu'en 1953, Mossadegh c'était le premier qui avait nationalisé le pétrole, le premier ministre iranien. Et il a signé des contrats avec des Anglais. Les Américains sont venus par derrière. Ils ont fait un coup d'État et ils ont mis le Shah à la place qui lui décidait de tout et il a ouvert le pays aux Américains. Ils pouvaient tout prendre sans aucun contrôle et ils pouvaient tout gérer. Donc Ayatollah al-Khomeini qui revient avec l'aide de la France, il fait son coup d'État. Il y a eu cette révolution islamique et à partir de ce moment-là, on dégage les Américains, on dégage les Israéliens également. Et l'Iran se retrouve sanctionné. Et c'est là où il y a un point important par rapport au Niger. L'Iran, l'année dernière, a signé avec la Chine et la Russie pour commercer avec les monnaies locales. Donc le premier problème, au cas où cette information est vraie et réelle, il y a des accords qui doivent être signés entre le Niger et l'Iran, c'est qu'avec quelle monnaie on va commercer, puisque l'Iran ne prend pas le dollar et ne donne pas le dollar. Ouais. Et c'est le même problème, je reviens à notre ami Atangana, je ne voulais pas le dire la dernière fois, sur le dossier du Niger, l'informel dont parlait Talon, c'est ça, c'est la monnaie. Et vous avez mis le point dessus. La monnaie, le Niger, s'il commerce avec l'Iran, donc il va commercer soit avec la monnaie chinoise, russe, peut-être même algérienne, puisqu'il y a des accords avec l'Algérie, et ils ont formé le marché commun avec le Mali, avec la Mauritanie, tout ça. Le problème est la monnaie et la dédollarisation. Maintenant, les Américains, quand je dis un déni, un véritable déni, puisque le monde entier est en train de leur dire arrêtez.
En plus, c'est les premiers et les plus grands propagandistes, c'est les plus grands menteurs. Il faut se souvenir quand même de Colin Powell qui est venu avec une fiole aux Nations Unies pour dire Saddam Hussein a l'arme nucléaire. Mais si on avait suivi le dossier à l'époque, quand on a accusé Saddam Hussein avait dit clairement « je n'ai pas besoin de l'arme nucléaire » pour bombarder Israël, et il a balancé des missiles balistiques à l'époque sur la centrale nucléaire en Israël. Donc, c'est les Israéliens qui lui permettaient de les attaquer avec ce qu'on appelle une arme nucléaire. Les Iraniens en sont là aujourd'hui. Les Iraniens ont des missiles balistiques qui peuvent aller très loin. L'arme nucléaire est un peu dépassée, puisque les Chinois, ils sont aux missiles orbites. C'est des missiles qui tournent autour de la Terre. Et puis les Russes, ils sont aux missiles à plus de 13 000 km portée. Les Iraniens ne donnent pas toutes les informations concernant leurs armes. Donc c'est ces forces-là que les Américains veulent nous empêcher de commercer avec, puisque l'Afrique, je vais citer juste les 3 points très forts de l'Afrique, ce sont toutes les richesses dont le monde a besoin qui sont concentrées en Afrique. Vous avez les axes maritimes les plus importants, à commencer par le Cap de Bonne-Espérance, Bab el-Mandeb, le canal de Suez et puis Gibraltar. Donc ça concerne l'Afrique. En plus, l'Afrique, c'est un continent qui est vierge. On peut vendre la marchandise, eux ils fabriquent et nous on achète. En contrepartie, on leur donne les matières premières. C'est comme ça que ça devrait continuer à fonctionner. Et puis là, ça me pousse à parler quand même du problème du réchauffement de la Terre. Ça, c'est une arme contre les Africains, puisqu'ils veulent nous obliger à ne pas construire des usines, à ne pas profiter de nos richesses et développer des valeurs rajoutées en exploitant nos propres richesses et les développer chez nous pour vendre des produits et une matière première qui est déjà qui a déjà été manipulé dans le pays lui-même. Par exemple, le Niger, vous avez le phosphate qui est transformé. Voilà, je parle de transformation. On le transforme pour fabriquer des engrais. Donc l'Afrique qui pollue à l'ordre de 2%, moins de 2%, on veut nous obliger à ne pas nous développer. Et le Niger, qui est une terre de passage de plusieurs tribus, qui est un axe très important en Afrique. Si on arrive à stabiliser le Niger, on va stabiliser le Tchad, on va stabiliser la Libye, on va stabiliser aussi la RDC. C'est toute la zone qui est concernée. Donc le Niger, qui est à la tête d'une très grosse fortune au niveau des matières premières, on veut faire pression sur ce pays-là. Mais il y a une chose, c'est encore une fois, les Américains sont dans le déni total. Ils ne veulent pas s'avouer qu'ils ont perdu cette guerre pour continuer à gérer le monde et qu'il y a d'autres puissances maintenant avec qui l'Afrique désire travailler, gagnant-gagnant, et nous avons des intérêts avec la Chine, avec la Russie, avec l'Iran, et les Américains ne peuvent plus nous empêcher d'aller voir un autre pays, un autre État avec qui on peut commercer et on peut développer nos pays respectifs. Eh bien, on voit...